Sey Ibrahima, Mesdames, Messieurs les journalistes, permettez-moi, à l'entame de cette conférence de presse, de vous remercier très chaleureusement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette séance que, au nom du gouvernement, la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, organise cet après-midi. Cet après-midi, nous le faisons avec l'ensemble les procureurs de Dakar. Et je voudrais signaler ici, pour les remercier, la présence de Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Dakar, de Monsieur le procureur près le tribunal de grande instance de Dakar et de Monsieur le délégué du procureur près le tribunal de Pikine. Voilà donc les personnalités qui m'ont aidé à préparer cette conférence de presse que nous vous destinons pour apporter le maximum d'éclairage, tant que cela est possible, à l'endroit de l'opinion sur l'activité judiciaire de ces derniers jours. Et c'est une activité, vous le savez, qui est très fournie. Voilà donc le prétexte qui sert à cette conférence de presse. Qu'avons-nous fait ces derniers jours au plan judiciaire qui a justifié autant de commentaires, autant de prises de position, peut-être autant de malentendus volontaires que nous voulons, par cet exercice, éclaircir. Et je tiens à le dire parce que depuis mon arrivée à la tête du ministère de la Justice, de par la confiance de son Excellence Macky Sall, président de la République, c'est bien la première fois que je me livre à cet exercice. Alors, je vous demanderai votre clémence. Peut-être que je ne répondrai pas à tout, même si j'en ai envie. En tout cas, retenez ce qu'il y a de mieux dans mes propos. Et si par mégarde, il m'arrivait de dire des choses qui ne seraient pas peut-être tout à fait convenables à vos yeux, vous m'en excuserez à l'avance. Donc, voilà ce qui sert de prétexte à cette conférence. Maintenant, quel est le contexte, une fois le prétexte dit? Le contexte, c'est qu'ici au Sénégal, nous sommes dans un moment politique très intense. Nous sommes dans un moment politique où les prises de position, où les commentaires, où les décisions, où les actions sont regardées, pesées, sous-pesées et jugées à l'aune des circonstances et de la situation politique. Parce que la situation, elle est importante. J'allais même dire, elle est grave, pas dans le sens où c'est dangereux. Elle est grave dans le sens où c'est une situation politique qui est solennelle. Le Sénégal doit se choisir un président de la République. Et pour cela, peut-être avant cela, mais surtout à cause de cela, nous avons eu une scène politique particulièrement agitée. Elle a été tellement agitée qu'elle a failli, je dis bien elle a failli, porter atteinte à notre stabilité sociale et nationale. Est-ce que je peux demander à ceux-là qui bavardent derrière de ne pas me déconcentrer, s'il vous plaît? Merci. Donc, je reviens au contexte politique, qui est un contexte politique très chargé, et vous le savez déjà. Et le président de la République, partant du constat que notre stabilité politique et sociale devrait être sauvegardée au prix de tout, parce que c'est la chose que nous avons en commun et c'est la chose la plus chère que nous partageons et que nous avons en commun. Le président de la République a décidé, à l'occasion du Conseil des ministres tenu le 7 février, et vous en avez fait déjà le commentaire, a décidé de donner instruction
instructions au garde des Sceaux que je suis pour prendre, et je le cite, toutes les mesures nécessaires afin de pacifier l'espace public. Voilà quelle a été la mesure ou l'instruction que Monsieur le Président de la République a confiée au garde des Sceaux que je suis. Et cela vient conforter déjà ce que nous étions en train de faire comme travail. Rappelez-vous, j'ai pris service comme garde des Sceaux le 9 octobre, où le professeur Ismaël Madior Fall m'a passé les services. On était d'ailleurs au ministère des Affaires étrangères. Rappelez-vous alors de ce que j'avais dit. J'avais dit à l'époque que 2 sujets m'importent et que j'allais y travailler avec ardeur et avec conséquence. La première, c'est d'abord de désengorger les prisons. Et monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Diagne, est ici présent avec nous. Et ensemble, lui et les procureurs, depuis ce jour 9 octobre, nous y travaillons sans relâche. Comment faire de telle sorte que nos prisons soient désengorgées. La deuxième chose que j'avais dite du moins, c'est de lutter contre les longues détentions. Et le procureur général de Dakar, le procureur de la République, le délégué du procureur de Pékin sont là pour le témoigner, ainsi que tous les directeurs qui sont au ministère de la Justice. Pour rappel, et vous étiez là encore, au mois de décembre, le 21 décembre, nous avons tenu ici à Dakar la conférence nationale des parquets où tous les procureurs du Sénégal, et je profite de cette occasion pour saluer et renouveler ma confiance à l'ensemble des parquetiers du Sénégal, tous les procureurs généraux, celui de Dakar qui est ici présent, mais également celui de Kaolack, celui de Saint-Louis, celui de Tambacounda, celui de Saint-Louis, je l'ai dit, Tambacounda, et celui de Ziguinchor, de les saluer tous et de les féliciter ensemble avec leurs procureurs pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire dans l'application de la politique pénale telle qu'elle a été définie par le chef de l'État. Donc, je reviens à cette conférence nationale de tous les procureurs du Sénégal, dont le thème, rappelez-vous, était les longues détentions, la lutte contre les longues détentions. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, que ce que le président de la République nous a demandé de faire dans une adresse solennelle à l'occasion du Conseil des ministres du 7 février, nous étions déjà en train de le faire et nous avions déjà commencé à le faire. Depuis le 9 octobre, ensuite le 21 décembre et enfin le 7 février venant de Monsieur le Président de la République. Et depuis lors, bien avant ces libérations auxquelles vous avez assisté ces dernières heures, depuis lors, nombre de nos compatriotes ont été libérés. Il se trouve que cette libération, peut-être, ou ces libérations ont été beaucoup plus massives. Mais depuis lors, nous sommes sur cette cadence de libérer les Sénégalais en donnant des conditions beaucoup plus douces que la détention, c'est-à-dire le contrôle judiciaire, la mise en liberté provisoire, le port du bracelet électronique et les libérations conditionnelles s'il se trouvait qu'ils étaient déjà condamnés et qu'ils étaient en train de subir la peine de prison qui leur avait été infligée par le juge. Donc c'est pour vous dire que la volonté d'apaiser l'espace public est une ancienne volonté. Elle date d'avant octobre, mais surtout octobre. Elle date surtout de novembre, quand les parquetiers ont décidé de cela autour de moi et autour du ministre El Hadj Momar Samb, mais elle date enfin de façon beaucoup plus solennelle par cette décision de Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres du 7 février. Donc, je vous ai donné le prétexte, je vous ai décrit le contexte, maintenant je vais vous lire le texte. Comment tout cela se fait? C'est ça le texte. Parce qu'il s'en est trouvé certains pour dire que voilà, nous sommes dans une situation politique, ces personnes avaient été arrêtées pour des raisons politiques, que ce sont même des détenus politiques, et maintenant encore, pour des raisons politiques, on a décidé de les libérer. Cela est faux. Cela est complètement faux. Et je m'inscris en faux contre ces assertions. En réalité, toutes ces personnes qui ont été libérées avaient été détenues à l'occasion
de manifestations de troubles à l'ordre public. Peut-être qu'elles avaient leur volonté politique qu'elles voulaient démontrer. Peut-être qu'elles avaient un camp politique auquel elles appartenaient. Mais les raisons qui les ont envoyées en prison n'ont jamais été des raisons politiques. Pour toutes ces personnes, il y avait des délits de droit commun que les juges fondent sur le code pénal sénégalais pour pouvoir les emprisonner. Donc, c'est pour réfuter, comme je l'ai toujours fait, le qualificatif de détenu politique. Maintenant, je reviens à la loi. Nous n'avons jamais libéré de façon arbitraire, de façon massive, les personnes parce que la politique nous l'a exigé. Loin de là. Toutes ces personnes qui ont été libérées l'ont été à la suite de dossiers que les procureurs ont examinés cas par cas. Il n'y a pas eu de porte ouverte ou de façon massive, on a dit aux gens maintenant, ça n'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Cela n'est pas vrai. Chaque dossier a été étudié. Les procureurs ont dit ils ont étudié le profil pénal de la personne. Ils ont pesé la gravité des actes qui ont conduit cette personne en prison. Et ils se sont dit, pour cette personne-là, oui, je pense que pour aller dans le sens de l'apaisement souhaité par le président, nous pensons qu'elle mérite d'être libérée. Donc, il n'y a jamais eu de libération massive, il n'y a jamais eu de libération à la tête du client. Et tout cela, nous le fondons sur le code de procédure pénale qui permet au procureur de la République, lorsqu'il pense que la personne mérite de bénéficier d'une liberté provisoire, de ne même pas attendre son avocat. Il peut le faire lui, le procureur. Il est l'avocat de la société. Si cette personne fait partie de la société, le procureur peut être son avocat s'il l'estime nécessaire. Je le dis parce que j'ai vu quelqu'un dire, moi, mon avocat m'a dit que je pouvais être libéré le 7 mars. Mais on m'a libéré avant. Oui, si le procureur est plus rapide que son avocat, il ne va pas pleurer pour ça, non? Donc, le procureur étudie le cas, il regarde le dossier et il se dit, je pense que celui-là, il mérite d'être libéré. Mais le procureur ne libère pas. Le procureur dépend des instructions, effectivement, que le ministre lui donne. Mais quand on a fini de donner les instructions, à qui s'adresse le procureur? Il s'adresse à un juge d'instruction qui, lui, ne reçoit pas mes ordres. Je ne peux pas. Qui, lui, est indépendant et autonome. Si le procureur lui dit, monsieur le juge, je vous demande la libération de monsieur X, le juge demande, regarde, est-ce que monsieur X mérite d'être libéré? S'il mérite d'être libéré, alors il le libère. S'il ne mérite pas d'être libéré, il dit au procureur, je refuse la demande que vous m'avez adressée. Ce monsieur restera en prison, malgré que vous, procureur, vous l'avez demandé. Voilà comment marche la loi pénale au Sénégal. Et rien de ce qui a été fait pendant ces jours n'est venu en contravention de la loi pénale. Tout a été mis dans le cadre de la loi. Apaisement, oui, mais apaisement en respectant nos procédures, en respectant nos lois, parce que le Sénégal est un État de droit et est un État qui marche selon la loi et qui lui-même est sous le coup de la loi. Donc, comme j'ai refuté les arrestations arbitraires, je voudrais de la même hauteur refuter les libérations arbitraires. Il n'y a pas de libération arbitraire. Chaque libération est justifiée et nous pouvons le faire pour autant que vous le souhaitez. J'ai aussi entendu dire, oui, seules les personnes illustres ont été libérées. On a laissé les anonymes. Une autre affirmation que je voudrais refuter parmi les gens qui ont été libérés. C'est vrai, il y a ceux-là qui sont connus. Et d'ailleurs, c'est pour ceux-là qui sont connus la plupart du temps qu'on parle. Mais il y a beaucoup d'anonymes. Parce qu'on ne fait pas le distinguo entre une soi-disant vedette, une personne connue et une non connue. La seule chose qui nous importe, c'est les éléments objectifs figurant au dossier qui méritent que la personne soit libérée. Je rappelle que ces libérations sont des libertés provisoires. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Et je tiens à le rappeler. Les gens, je l'espère, pourront tirer la substance de toutes ces leçons apprises. Je l'espère bien. Mais que personne ne s'avise à penser que l'aventure s'arrête là.
les juridictions vont continuer leur travail parce que c'est de leur devoir et de leur responsabilité que de le faire. Donc ce sont des libertés provisoires. Je le dis parce que beaucoup se sont dit, mais on va être indemnisé parce qu'on a été injustement emprisonné. Ils ont été emprisonnés, oui, injustement, non. Et quand est-ce qu'une indemnisation pourra intervenir? Seulement quand un juge de jugement, pas le procureur, pas le juge de l'instruction, quand le juge qui va juger définitivement l'affaire va leur dire, je considère que vous n'avez rien fait. Quand un juge devant le tribunal le dira et que cette décision est devenue définitive, alors oui, cette personne peut prétendre à être indemnisée. Pour le moment, je le rappelle, ce sont des libérations provisoires sous certaines conditions et je ne voudrais pas que dans l'euphorie ambiante et générale, que ces gens pensent qu'ils en ont fini. Je souhaite qu'ils en terminent avec la justice, mais ils n'en termineront que lorsque le jugement définitif sera intervenu. Alors, pour finir mon propos liminaire, je voudrais encore rappeler, et je ne le rappellerai jamais assez, que le Sénégal est un état de droit, où la loi s'applique. Elle s'applique parce que nous devons garantir l'ordre public. Et qui garantit l'ordre public? L'ordre public est garanti par l'État au travers de ses services. Ces services, c'est la justice, d'abord. Et je voudrais rendre hommage à tous ces magistrats qui, pendant des temps difficiles, ont pu, matin, midi, soir, de jour comme de nuit, abandonnant leur famille, abandonnant toutes leurs activités, ne se consacrant qu'à une chose, faire de telle sorte que l'ordre public et la stabilité règnent au Sénégal. Je voudrais leur rendre hommage parce que ces temps-là ont été des temps éprouvants, et pour eux, bien sûr pour tous les Sénégalais, mais particulièrement pour eux. Je voudrais également dire la même chose aux forces de défense et de sécurité. Parce que si nous sommes là en train de parler, si nous sommes là en train de faire des commentaires, si nous sommes là qu'on puisse vaquer à ses occupations, c'est parce que les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, la police nationale, ils ont fait leur devoir. Et ils l'ont fait sans murmure et sans commentaire, parce que c'est leur destin et ce qu'ils ont choisi de faire pour leur pays, donc pour le Sénégal. Mais nous ne devons jamais oublier que si nous sommes tranquilles, c'est parce qu'eux sont dans la rue. S'ils étaient chez eux comme nous étions chez nous, alors il en serait autrement. Et c'est l'occasion ici de leur rendre cet hommage appuyé. Également, rendre hommage à l'administration pénitentiaire. J'ai entendu très souvent les gens sortis de prison dire « oui, il y avait des mineurs qu'on avait torturés ». Les mineurs au Sénégal, ils ont un statut particulier. On n'a jamais emprisonné un mineur dans là où on emprisonne les majeurs. Ça n'existe pas. Les mineurs, ils sont ce qu'on appelle communément ici à Dakar, au Fort B. Et dans toutes les prisons, il en est ainsi. Les mineurs sont séparés des majeurs. Maintenant, quelqu'un dit oui, c'est un mineur parce qu'il a 19 ans. Mais 19 ans, c'est une majorité pénale. Hein? Qui est majeur au Sénégal? La majorité pénale, c'est 16 ans. La majorité électorale, vous le savez, c'est 18 ans. La majorité civile, c'était 21 ans jusqu'il y a quelques moments, et c'est revenu à 18 ans. Donc, les majorités s'apprécient au regard de l'acte qui a été posé ou de l'acte qu'on veut engager. Il n'y a pas une majorité pour tout le monde. Donc, quelqu'un peut avoir 19 ans, et même s'il a 19 ans, il est majeur sur le plan pénal. On dit oui, ils ont été torturés. La torture, elle est punie au Sénégal. Elle est condamnée au Sénégal. Et j'ai ici, dans mes documents, lorsqu'il s'est avéré par extraordinaire, et ça c'est des cas rares, où on a vu l'administration pénitentiaire torturer un prisonnier, quel qu'il puisse être, où nous sommes intervenus pour sanctionner et de la façon la plus sévère, et j'ai tous les documents à votre disposition. Donc, rendre hommage à l'administration pénitentiaire, qui fait un travail extraordinaire et dans des conditions difficiles. Moi, je ne suis pas le ministre qui vient vous dire tout est beau, tout est rose.
dans les prisons du Sénégal. Nous avons des difficultés parce que les prisons, elles sont pleines, d'où tout à l'heure, comme je le disais, notre conférence nationale de parquet pour désengorger les prisons. Et c'est dans ces conditions que les pénitenciers, comme on les appelle communément, travaillent tout en préservant la paix dans les prisons et tout en sauvegardant la dignité des prisonniers. Ce n'est pas parce qu'ils sont emprisonnés, ce n'est pas parce qu'ils sont en détention qu'ils perdent leur dignité, bien au contraire, et nous faisons de notre maximum pour pouvoir leur conserver, leur préserver cette dignité. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais finir pour vous dire que la justice au Sénégal, elle est au service de la paix. C'est une justice au service de la paix. Pourquoi elle est au service de la paix? Parce qu'elle est pour le maintien de l'ordre public. Et quand l'ordre public est perturbé, plus personne n'est en paix. Quand l'ordre public est perturbé, nos propres libertés sont menacées. Donc, c'est pour garantir et c'est pour assurer la liberté à l'ensemble de nos concitoyens et à ceux qui ont choisi de vivre sur notre territoire national que la justice intervient pour rétablir l'ordre public. La justice est une règle parce qu'elle sanctionne qui apaise. Mais c'est également une règle lorsqu'elle pense que la sanction n'a pas lieu d'être ou la sanction n'a plus lieu d'être, qu'elle puisse prendre toutes les mesures de correction pour ramener la quiétude et apaiser le climat social. Et comme on le dit communément, la justice, elle agit et elle passe. Elle agit et elle passe ici au Sénégal tout en respectant la loi dans sa forme, la loi dans le fond, sans faiblesse coupable, mais non plus sans cruauté inutile. Voilà la justice du Sénégal, voilà ce qui s'est passé ces jours-ci. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie de l'attention que vous m'avez prêtée et je reste entièrement à votre disposition pour répondre à tous vos commentaires, vos interrogations, vos observations et vos questions, si vous en avez. Je vous retourne la parole. Répondre à votre proposition, s'il vous plaît, et s'il vous plaît, on va s'entendre. C'est le maître de cérémonie, le juge Ibrahima Faye, qui tient l'ordonnancement de la conférence de presse. Il vous a dit qu'on prenait un lot de 5 questions par 5 questions et ensuite nous passerons au résumé en Wolof. Donc tant que je suis là, le Wolof ne va pas vous échapper. Je sais que vous avez des contraintes de bouclage, mais ce n'est pas un problème, on y arrivera. Allez-y, Maguette Sey. Madame Sall, commentant la décision du président de la République qui, après avis du président de l'Assemblée nationale, avait décidé d'abroger le décret convoquant le collège électoral, vous disiez c'est pour éviter un blocage que M. le président de la République a abrogé ce décret. Est-ce à dire aujourd'hui, en acceptant la décision du Conseil constitutionnel, que ce blocage maintenant est dépassé? Première question. Ma deuxième question concerne les forces occultes. Parmi la vague... Madame, on a dit tout à l'heure une question par journaliste. Merci. Abissou Diawara, républicain. Voilà, bonsoir Madame Sall, bonsoir à toute la salle. Moi je voudrais juste revenir sur la situation, vous en avez parlé tout à l'heure. Madame Et le président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement et du bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est une responsabilité constitutionnelle du président de la République. Or, à l'époque, rappelez-vous, il l'avait dit lui-même, il ne pouvait donner injonction ni à l'Assemblée nationale, qui est un pouvoir souverain, ni au Conseil constitutionnel, qui est aussi un autre pouvoir souverain, et il a décidé de laisser le libre jeu des constitutions, des institutions. L'Assemblée nationale a délibéré souverainement, a estimé qu'elle devait acter par sa délibération le report. Le Conseil constitutionnel a délibéré souverainement lorsqu'il a été saisi du recours. Et quand il a rendu sa décision, qu'a fait M. le Président de la République? Je pense que ce qu'il avait dit alors pour abroger le décret convoquant le corps électoral doit se lire et se confirmer par rapport à ce qu'il a fait après. Parce qu'après, quand le Conseil constitutionnel a dit que lui,
déclarer la loi votée par l'Assemblée nationale contraire à la Constitution et qu'en conséquence, déclarer nul le décret abrogeant la convocation du corps électoral, Monsieur le Président de la République a pris acte. C'est en cela qu'il est respectueux et c'est la meilleure preuve, la meilleure confirmation qu'il respecte les institutions et toutes les institutions. Aussi bien l'Assemblée nationale, dans sa capacité de proposer des lois, de délibérer et de les prendre, que le Conseil constitutionnel, dans sa capacité de censurer, s'il estime censurer, et lui, président de la République, il prend acte et il exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tous les Sénégalais, au-delà de ce qu'a fait Monsieur le Président de la République, doivent être fiers de savoir que dans leur pays, il y a une assemblée souveraine qui délibère, il y a un président de la République qui gouverne et il y a un Conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne. Sur la question de M. Diawara, mais bien évidemment que ça va de soi, parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc aussi bien l'Assemblée nationale que l'exécutif qui dit qu'une dame aurait été torturée. C'était ça, votre question. Donc, ce n'est pas torturé. Quand même, donnons leur sens à tous les mots. Pour ce que j'en ai vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu. Voyez, moi, je relativise. J'ai vu effectivement qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalisée. Alors, oui, attends. Merci d'écouter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que, s'il vous plaît, je pense que j'ai eu la courtoisie, et écoutez bien quand je parle, parce que vous, quand vous me posez les questions, moi j'écoute. Écoutez bien. S'il vous plaît, j'ai eu la courtoisie de vous dire pour ce que j'en ai vu. Est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que j'ai pas tout vu? Je ne sais pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas vous m'imposer ce que vous savez, ce que vous avez vu. Sauf si vous me le donnez là maintenant. Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est des images qui ont circulé, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, journaliste, je suis d'accord avec vous, qui a été violentée parce qu'on a tiré sa perruque et on l'a poussée dans un car de police. C'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai. Entendons-nous bien. Mais ne serait-ce que ça, pour moi, je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire, ou l'agent de gendarmerie. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des situations, quand elles arrivent, on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction. Et je suis convaincue, aujourd'hui, je suis convaincue que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas. En tout cas, dans le gouvernement du Sénégal, il faut le savoir, nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés. Encore moins des journalistes, on peut s'entendre là-dessus. Vous venez avec vos badges, vous venez avec vos gilets de journalistes et on vous laisse faire votre travail. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents. Ce n'est pas la première fois. Ayons la hauteur, et vous et nous, de régler l'incident d'abord, ensuite de le dépasser. Donc, faites confiance au gouvernement. Cet incident sera réglé et il sera dépassé. Et la liberté de manifester va continuer et l'engagement des journalistes à couvrir nos manifestations va continuer. Je vous remercie. Maintenant, et comme je l'ai dit, la torture, elle est bannie au Sénégal. Elle est bannie, elle est condamnée. Et les auteurs de torture sont sanctionnés. Et c'est tous les jours. Je ne parle pas pour le plaisir de le dire. J'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis. Maintenant, notre ami Massali de Libération, qui demande est-ce que l'exilé de retour va être interpellé. La seule chose que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est encore un état de droit. Je viens de vous rappeler tout à l'heure dans mes propos liminaires que ceux-là qui ont été relâchés, entre guillemets, ils bénéficient de liberté provisoire. Ils ne sont pas encore définitivement jugés et relaxés. Ils bénéficient de liberté provisoire. Donc c'est pour vous dire que la loi, elle va s'appliquer. Dans quel sens? Je ne sais pas. C'est aux juges qui vont juger de le dire. Par contre, la vocation de tous les mandats d'arrêt au Sénégal,
c'est qu'il s'applique et qu'il soit exécuté, quelle que puisse être la personne. Donc, il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés. Les juges décideront de mesures de clémence ou de bonne compréhension. Les juges le feront en toute indépendance. Il ne me revient pas d'apprécier. La seule chose que je peux dire, c'est que la loi a la vocation à s'appliquer au Sénégal et elle s'applique erga omnes à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'il y a une sanction administrative pour abandon de poste? Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la fonction publique, qui lui aussi à son tour appréciera, comme moi le ministre de la Justice, la meilleure lecture, et une fois qu'on aura la meilleure lecture, dans les meilleurs délais, l'élection présidentielle aura lieu. La société civile appelle à la libération de Ousmane Sonko. Oui, elle a le droit, comme elle aurait d'ailleurs pu, mais surtout dû, appeler peut-être à la libération de tout le monde. Mais comme je l'ai dit, nous apprécions au cas par cas et nous verrons quel sort réservé à tous ces appels et même à ceux pour lesquels il n'y a pas d'appel parce que c'est des anonymes, et nous traiterons les dossiers de façon objective, comme je l'ai dit, sans parti pris aucun, mais bien évidemment sans y mettre de l'arbitraire. Quelle décision pour Bassirou Diomaye Faye? La même chose que pour les autres. Je l'ai dit, être candidat n'est pas une condition de liberté provisoire. Par contre, si nous pensons aujourd'hui que les conditions sont réunies pour qu'il bénéficie d'une liberté provisoire au même titre que tous les autres, on agira ainsi et on fera ainsi. En tout cas, je voudrais bien remercier Abdel Nassir parce qu'il l'a dit, le Sénégal a comme voisin des pays anglophones. Le Sénégal est dans la CEDEAO, c'est un pays majeur de la CEDEAO. Nous pouvons accepter également que nos parents anglophones dans les pays limitrophes soient au courant et je voudrais le remercier pour l'attention qu'il porte à l'actualité politique et judiciaire au Sénégal. Madame Léa de RFI, j'ai noté, Léa, est-ce que on nous impose l'obligation, j'ai mal noté là, l'obligation d'un scrutin? Est-ce qu'elle est là, celle qui a posé la question?